Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Noah Basket. Avec moi ce soir, nous sommes 5 dans la raquette, un 5 majeur, 2 joueurs. Simon Darnozan, bonsoir Simon. Bonsoir Philippe. Pape Philippe Amagou, bonsoir Pape. Bonsoir. Et 2 entraîneurs, Claude Bergeau, bonsoir. Bonsoir. Et la première de Frédéric Sarr. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous aviez réalisé le triplé en 2003 avec Pau. Vous avez notamment entraîné la JL Bourg Basket également. Avec vous ce soir, nous reviendrons sur la 13e journée de Betclic Elite, la mauvaise opération de Limoges battue à Chalon-sur-Saône. C'est un concurrent direct en bas de tableau et nous nous intéresserons au duel des prétendants au podium entre Bourg-en-Bresse et l'Asvel. Une rencontre marquée par une confrontation à distance entre Frédéric Fautou et Gianmarco Pozzecco, l'un des 7 entraîneurs étrangers de Betclic. Les coachs français sont-ils sous-cotés? La réponse de nos experts. Et puis le troisième carton de notre émission reviendra sur le carton plein des équipes de Nouvelle-Aquitaine en Pro B. Enfin, vous nous donnerez, messieurs, vos coups de cœur et vos coups de gueule de la semaine. Avant d'entamer nos débats, on débute par ces quelques images de la victoire de La Rochelle à Vichy. Les Maritimes et leur grosse défense sont la sensation de ce début de championnat de Pro B. Pour leur 2e saison dans l'élite, les joueurs de Julien Cortet se sont emparés de la tête du championnat. On y revient tout à l'heure. Et nous commençons ce premier carton par les résultats de la 13e journée de Betclic Elite. On les regarde en infographie, journée marquée par la victoire de Chalon-sur-Saône face à Limoges 80-78. C'est l'un des 6 succès à domicile en 8 matchs. Comme celui de Boulogne-Levallois, 4 jours après l'éviction de l'entraîneur Laurent Foirest. À noter la remontée de Strasbourg qui gagne à Blois. Autre victoire à l'extérieur, celle de l'Asvel à Bourg-en-Bresse. Un mot d'abord sur la défaite de Limoges à Chalon-sur-Saône. Limoges puni dans le 2e quart-temps. Pape Philippe Amagou, vous avez suivi cette rencontre. Qu'est-ce qu'il a manqué aux Limougeaux? Alors c'est un match c'est un drôle de match parce que les statistiques nous font mentir. On se rend compte que cette équipe Limoges, malgré qu'ils aient dominé à l'évaluation globale, n'a pas réussi à l'emporter. Ils ont aussi gagné la bataille du rebond avec 47 rebonds à 33. Malgré ça, ça n'a pas été suffisant. Je pense qu'ils ont empêché au niveau de l'adresse avec, je crois, à peu près 28% aux alentours des à 3 points. Et seulement 14 ballons perdus, ça fait aussi du mal, je pense, à l'extérieur. Il faut être capable de mieux gérer le ballon pour pouvoir l'emporter en terre étrangère. Claude Bergeau, les shoots à 3 points ont vraiment compté dans ce match. Oui, tout à fait. 12 sur 27, c'est-à-dire un peu plus de 42%, c'est pour les Chalonnais. Très dur à contrer ça quand on rend 7 paniers à 3 points marqués du côté de Limoges, qui a présenté un basket très sérieux, mais qui n'a pas eu l'adresse, c'est-à-dire la concrétisation de ce beau jeu qu'ils ont amené. On ne peut pas gagner avec des chiffres comme ça. Mais ils sont restés dans le coup quand même. Absolument. La preuve en est, c'est qu'ils ont quand même le dernier tir pour pouvoir l'emporter. Avec une claquette ratée à l'issue d'un tir, une claquette rebond offensif de M. Chassan, qui était d'ailleurs malheureusement très déçu. Et puis un autre fait peut-être de ce match-là qu'on peut relever, c'est le fait de l'absence de Nicolas Lang dans les dernières minutes, même s'il n'avait pas été très productif sur la rencontre au niveau de son adresse. Mais ça demeure une menace. Et dans ces moments-là, c'est bien que d'avoir une menace supplémentaire sur le terrain, comme peut représenter Nicolas. Donc voilà, vraiment des dommages pour Limoges de ne pas aller chercher cette rencontre. C'est un mauvais résultat au classement. C'est un mauvais résultat parce que c'est un match qu'ils auraient pu aller prendre, surtout à l'extérieur. On sait qu'ils sont un petit peu à la peine sur la route. Un gros match du meneur de jeu Appleby qui a fait un gros carton. Premier match où il est vraiment présent à la passe, dans le drive, dans le scoring. 27 points. Ouais, il a fait vraiment un vrai match, mais pas suffisant encore une fois pour aller s'imposer à l'extérieur. Avec les 3 victoires retirées pour problème financier, Limoges reste premier relégable. Regardez le bas de tableau. Gravelines et Boulogne ferment la marche avec 2 succès. Limoges antépénultième en compte 4. Une de moins que le quintet juste devant. En haut de tableau, Monaco qui jouera demain au Mans est toujours leader. 1 point devant Paris. L'Asvel prend place sur le podium en remportant son duel face à Bourg-en-Bresse. Un match là aussi qui a souri à l'équipe qui a le mieux débuté. Résultat logique, messieurs, ou pas? Sur le championnat, sur l'opposition, malheureusement, oui. Sur la physionomie du match, également, puisque les Bressans n'ont pas été, je trouve, dans une efficacité nécessaire pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe de Villeurbanne. Et dans les moments où ils ont eu la possibilité de revenir dans le match, ils ont manqué un peu de maîtrise, je trouve, sur certaines situations de jeu.
Donc sur la rencontre, en tous les cas, malheureusement, je vais dire malheureusement, c'est Villeurbanne qui gagne. L'équipe de la JL a été courageuse parce qu'elle n'a pas lâché le morceau comme on peut avoir de temps en temps des équipes qui lâchent. Ils ont été combatifs. Il leur manquait peut-être un peu de discipline et de maîtrise. On va écouter le sentiment de leur entraîneur hollandais, Frédéric Fautou. On l'écoute. J'ai l'impression qu'on a donné ce match-là. C'est ça qui m'agace parce que on a longtemps joué en faisant pas du tout un bon match, les yeux dans les yeux avec cette équipe-là. Ils sont prenables, quoi. Donc voilà, c'est ça moi qui me fait vraiment râler parce que à certains moments, des moments importants du match, on a joué à l'envers. On aurait dû les mettre plus en difficulté, comme on n'a pas réussi à le faire. Bourg-en-Bresse qui n'arrive jamais à gagner à l'Asvel, il y a un complexe d'infériorité ou pas? Peut-être, mais encore une fois, rappelons que le basket est un sport d'adresse. Et en première mi-temps, même s'ils ne sont pas très loin à la mi-temps, la JL se met en difficulté parce qu'ils ne mettent pas de tir à 3 points. Et l'Asvel leur a donné ces tirs. Et quand on ne met pas, derrière, c'est difficile. Et pourtant, c'est une de leurs forces, le tir à 3 points. L'adresse en Eurocup, notamment, c'est l'une des meilleures équipes sur le tir longue distance. C'est une équipe qui vit beaucoup sur le tir à 3 points. Ils en prennent beaucoup. Donc, voilà, quand ils ratent, ils sont parfois en difficulté. Oui, mais ce qui peut être un peu décevant, et c'est ce que veut dire peut-être Freddy dans son interview, c'est que tout était prêt, il fallait un peu de réussite, mais lorsqu'on ne l'a pas, il faut être en mesure que de faire différemment. Et c'est peut-être ce qu'a raté la JL, ce qu'elle a mieux fait en deuxième mi-temps, de manière à se rapprocher de cette équipe. Et c'est peut-être là la déception de Freddy, d'avoir préparé le match et de ne pas avoir obtenu la réussite nécessaire, et notamment dans certains choix peut-être à la fois offensifs. Et puis il faut reconnaître qu'on a vu que Freddy était très agacé à la fin du match, sur une ou deux décisions arbitrales où il conteste, et notamment le fait que Fall reste très longtemps dans les 3 secondes pour le rebond offensif. Et vous qui connaissez bien le club, quelle ambition de la Bourg cette année, la JL Bourg? L'ambition, c'est toujours de faire mieux que, ce qui était fait les saisons précédentes. Donc l'objectif, c'est de se maintenir dans le top 4, voilà, d'essayer d'être dans le top 4 en travaillant, en avançant, et puis d'essayer d'aller chercher une compétition, parce que ce qui manque le plus à ce club-là, c'est un titre. Donc voilà, la conquête d'un titre serait vraiment une vraie reconnaissance pour tout le travail accompli par ce club. Messieurs, c'est la fin de ce premier quart-temps. On a parlé de Limoges, on a parlé de Bourg et de l'Asvel. Ce match a été l'un des nombreux duels de la saison entre un entraîneur français et un vis-à-vis étranger. Ils sont 7 coachs étrangers, si l'on compte Savo Vucevic de Chalon-sur-Saône. Dans l'ordre du classement, les clubs de Monaco, Paris, Asvel, Strasbourg, Dijon et Limoges se sont tournés vers l'extérieur pour diriger leur équipe. On remarque d'ailleurs les 3 premiers du classement. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'étranger? Pape, vous avez été entraîné par des entraîneurs étrangers. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus que les Français? Au-delà de répondre à cette question-là, moi ce que je dirais, c'est que j'ai connu en effet différents coachs dans ma carrière, des coachs turcs, serbes, monténégrins, grecs, français. Moi, je me demande aussi ce qui manque chez nous pour que ces coachs-là soient surcotés ou bien soient même cotés à leur juste valeur, déjà dans un premier temps. Parce que je pense qu'il nous manque ça aussi. Donc je pense que ça vient aussi du fait historique, où c'est vrai que nos coachs sont peut-être pas assez performés des coachs français sur la scène internationale. Ça, c'est les résultats, c'est factuel. Mais je pense qu'on ne sait pas aussi apprécier à la juste valeur nos coachs. Je pense qu'on manque un petit peu de chauvinisme par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Et je pense que ça se ressent aussi en termes de marketing. On n'arrive pas aussi à exporter nos coachs, qui sont pourtant des coachs qui font de bons résultats, à l'étranger. Donc je pense qu'on doit déjà se poser, nous, comment on arrive déjà, nous, à mettre en valeur nos propres coachs et comment on arrive aussi à les apprécier à leur juste valeur. Parce qu'on est souvent dans la critique. Plutôt que des étrangers donc surcotés, des Français sous-cotés, c'est votre avis, Claude? Oui, peut-être. Après, pour reprendre un des éléments importants de Pape, c'est que ça n'est pas un problème économique. C'est-à-dire que notre championnat est rémunérateur, et donc ce sont des coachs étrangers qui n'ont pas de job chez eux. On ne les prend pas pour les sortir d'ailleurs, on les prend parce que chez eux, ils n'ont pas de job, ou en tout cas, ce ne sont pas des jobs aussi valorisés au plan contractuel que ce que nous avons chez nous. Après, sous-estimer, peut-être un peu, parce qu'on a une vraie formation. Et vous savez que je défends un petit peu cette corporation que nous avons représentée avec mon ami Fred. Vous êtes dans la commission au niveau technicien de la fédération, qui gère les ligues notamment. C'est ça, le HNT. Exactement. Qui s'occupe de continuer la formation, parce que c'est un métier, quand on a passé son diplôme, on n'a plus de formation. Ou on en a une très modeste, juste avant, Fred pourra en parler peut-être là-dessus. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, on n'a pas donné la chance aux produits de la formation française
On ne leur donne pas la chance parce qu'on ne connaît pas tout simplement ce qui se fait. En Pro B, il y a d'excellents coachs. Allez-y, on peut en citer. Regardez, Michael, et l'année dernière, c'est le club de Blois qui monte. Fantastique saison. Cette année, c'est Saint-Quentin. On ne donne pas cher de Saint-Quentin et de son coach Julien Mahé. Puis Julien Mahé, voilà. Très bon Guillaume départ. Vizade joue avec 6 gamins à Vichy de 18 à 20 ans. Ils étaient premiers avant que nos locaux de La Rochelle passent premiers ce week-end. Nous avons des coachs français. De qualité. Mais il y a peut-être une recherche d'exotisme qui fait qu'on va chercher des gens plus huppés. Mais les Français ne s'exportent pas, disait également Pape. C'est là Pourquoi où je parle de Oui. marketing. Oui. C'est là aussi je parle de marketing. Quand tu sais apprécier le produit que tu as chez toi, tu es capable de le vendre. Et je ne suis pas sûr qu'on est capable de l'apprécier aujourd'hui correctement. Mais est-ce que les coachs français font suffisamment le taf, le boulot, pour pouvoir aller s'exporter? Aujourd'hui, citez-moi un coach qui peut aller coacher à l'étranger, aujourd'hui. À part Vincent Collet, peut-être, parce que sélectionneur national. C'est un parfait exemple. Pourquoi il n'a jamais eu d'opportunité à l'étranger, d'opportunités concrètes? Double casquette équipe de France. Non, c'est mais il a eu des opportunités, mais qu'il n'a pas saisies à l'époque parce qu'il y avait cette double casquette avec l'équipe de France qui lui tenait vraiment à cœur. Mais il a eu des opportunités qu'il a refusées. Il y a des gens qui ont tenté déjà dans le passé des expériences à l'étranger, qui sont soldées par des résultats un peu moyens, que ce soit historiquement Greg Beugnot, Michel Gomez. Il y a des gens qui ont été Il y a très longtemps. il y a très longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'on a effectivement une génération d'entraîneurs qui sont très bons. La preuve en est, on a cité 2 personnes, Michael et Julien Mahé à Saint-Quentin, qui sont capables de faire le jump avec leur club, avec leur équipe, et de maintenir et d'avoir de la performance. Aujourd'hui, je pense qu'on a encore plein d'autres entraîneurs en Pro B. Il faut que, je pense, qu'il y ait une démarche qui soit faite pour les soutenir. C'est pour ça que le HNT, qui a été créé par la fédération et qui est une commission mixte avec les 2 ligues féminines et masculines, donc la LNB et la LFB, fasse en sorte qu'on soit porteur de ces gens-là, les aider à être des joueurs dominants, des entraîneurs dominants, des leaders, des boss. Et je pense que c'est là-dedans qu'on doit essayer de travailler. Parce que je pense qu'au-delà de la technique, où je pense que l'ensemble des entraîneurs français maîtrisent globalement la technique, il faut un petit complément et un petit supplément, mais il faut les aider dans ce sens-là, je pense. Si on regarde avec les autres championnats, il y a 7 étrangers en France, il y en a beaucoup également en Allemagne, moins dans les autres championnats. Vous avez une explication? En fin de compte, en Allemagne, il y en a pas mal. En Allemagne, beaucoup. Beaucoup d'étrangers, serbes et américains, canadiens. On voit les chiffres. Voilà. L'entraîneur de l'équipe nationale qui est championne du monde est un Canadien, qui a officié en France par le passé, à Paris et à Pau. Voilà. Mais il n'y en a que 3 en Espagne, par exemple. Mais il n'y en a que 3 en Espagne. Et en Espagne, c'est vrai qu'ils ont une culture très forte de basket, avec une philosophie de jeu qui est aussi très identifiable, très identifiée, et qui est dans une culture. Les entraîneurs étrangers arrivent moins. Ceci étant, nous sommes un pays, Claude en a parlé un petit peu, la rémunération. Certains entraîneurs étrangers viennent en France pour avoir de meilleures rémunérations aussi, parce qu'en Espagne, mis à part le haut du tableau, on ne paye pas. On ne paye pas en Espagne. On ne paye pas beaucoup. Et Est-ce qu'il y a un coach français, coach français, où est-ce qu'il peut s'exporter aujourd'hui? Il n'a pas gagné une Eurocup, encore moins une Euroleague. Où est-ce qu'il peut s'exporter? Dans un petit pays de basket avec une petite rémunération. Sauf qu'en Pro B, il aura une rémunération, même si elle est modeste en Pro B, elle sera malgré tout supérieure. Mais alors, quelle est la plus-value de l'entraîneur étranger? Quelle est la plus-value de l'entraîneur étranger? Pourquoi les dirigeants Non, mais là, vont vers sur les les 4 entraîneurs premiers, étrangers? sur les 4 premiers du championnat, Ah oui. les 4 clubs qui sont engagés en Europe aujourd'hui, Oui. Monaco, Oui. Lasvel, Oui. Bourg-en-Bresse, Paris. Oui. 4 3 premiers de étrangers. notre championnat. Oui, 3 étrangers, parce que Freddy Fotoux est un Et un Et Français. Landais. Et là, vous pouvez le mettre dans les étrangers d'ailleurs. Je rigole. Mais voilà. Et puis on est dans un autre standing, que ce soit l'Euroleague. Monaco cherche à gagner l'Euroleague. Ils ont fini au Final Four la saison dernière. C'est la continuité avec Sacha du travail. Ils ont gardé un effectif de 6-7 joueurs par rapport à la saison dernière. Ils sont venus compléter leur effectif. Donc c'est une logique. Pourquoi ils sont allés le chercher? Moi, je pense qu'il avait les compétences, mais quel Logique entraîneur managériale français également. Ah oui. Puisque c'est un management étranger et ils sont quand même un petit peu à part. Oui, Mais Monaco est à part. Pour répondre à votre question, Freddy, c'est que je crois que cette vision exotique, c'est que on se protège un petit peu quand on est décideur et qu'on doit choisir un coach. En prenant un coach étranger, on s'exonère
de l'erreur. Si on prend un jeune coach français, Les dirigeants. les partenaires environnants au club, fans, public, partenaires institutionnels, partenaires privés, vont peut-être douter de la valeur du coach français. Si c'est un coach étranger, voilà, on le coupe et c'est terminé. En dehors de Vincent Collet, donc personne ne peut diriger une équipe de très haut niveau en France. Ah si, je pense qu'il y a quand des même. coachs qui peuvent le faire. Mais les dirigeants, vous le disiez, préfèrent quand même prendre des étrangers. Mais comme le dit Claude, je pense qu'il y a une forme de protection aussi de la part des instances dirigeantes. Je crois aussi que si on doit aider à développer les entraîneurs français pour avoir de meilleurs postes, il y a aussi une certaine éducation à faire auprès des dirigeants et des présidents et de la vision des entraîneurs. Je crois que là-dessus, le marketing qu'a parlé tout à l'heure Pape, sur le moyen de s'exporter, il faut aussi le raisonner en interne. Et il faut une certaine forme de marketing. Et il faut une communication autour de ça. Je pense qu'on a des joueurs, des entraîneurs, excusez-moi, de grande valeur. Il faut juste leur donner une chance. Leur donner une chance. C'est comme tous les jeunes joueurs qu'on a dans notre championnat, on dit Il qu'on faut a un leur donner une réservoir. chance aussi. Mais si on ne les met pas sur le terrain, C'est exactement on ça. les verra C'est jamais. pour Et bien, les coachs, c'est pareil. C'est exactement Allez chercher la nouvelle génération de coachs en Pro B. Mettez-les on va en parler, en Pro A justement. avec un budget, vous verrez qu'ils feront des bonnes On choses. va parler de Julien Corté, le coach de La Rochelle. C'est notre troisième carton. Belle réussite de ce coach qui n'avait pas connu la Pro B jusqu'alors. L'année dernière a été une année d'apprentissage et cette année, La Rochelle est en tête du classement. Après sa victoire ce week-end à Vichy, c'est un bon exemple. Et est-ce que vous êtes surpris de cette réussite rochelaise, Pape? Honnêtement, je suis surpris. Je ne pense pas que même eux, c'était leur ambition de caracoler en tête au début de saison, qu'on se disait les gros du championnat de Pro B. Je ne suis pas sûr qu'on citait La Rochelle, surtout par rapport à la continuité de la saison passée. Mais force est de constater que cette équipe-là a de la continuité. On les voit en noir et jaune Voilà. sur ces Cette images. équipe-là a de la contre Vichy. continuité, fait de très belles choses, s'appuie sur un groupe solide de joueurs de base. Et moi, ça me plaît encore de voir que cette équipe a gagné ce week-end avec Jérôme Chantez, qui est vraiment un homme fort du dispositif de cette équipe. Et on a l'impression que c'est sinon très équilibré parce que beaucoup de joueurs ont marqué contre Vichy. Buchanan n'est qu'à 15 points. 9 joueurs ont marqué au total. Ouais, mais moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette équipe, c'est que c'était un peu le match de la journée quand même. La Rochelle qui se déplace à Vichy. Moi, j'attendais ce match parce que ça allait me permettre de juger La Rochelle s'ils sont allés capables d'aller gagner à l'extérieur chez un gros entre guillemets. Vichy qui n'avait pas perdu encore de Voilà, qui était premier du championnat. Et quand je vois la consistance de ce match-là, la maîtrise de fin de match, où ils ont très bien pu se faire attraper, ça allait être compliqué la fin de match. Il y a eu un grand Gaëtan Clerc qui a mis des shoots incroyables, ok c'est vrai, mais la maîtrise pour ne pas prendre l'eau et pas perdre au buzzer parce qu'ils ont eu la pression quand même sur cette fin de match. Vichy, Et moi, ils m'ont rassuré et je pense que La Rochelle, je ne sais pas s'ils vont tenir jusqu'au bout parce qu'ils sont 7-8 joueurs vraiment. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir tout le long de la saison? En tout cas, jusqu'à Noël, ils vont embêter des gens. Ils ont un match en retard à jouer demain à domicile contre Pau. Contre Pau, oui. Contre Pau. Exactement. Pape, l'avis sur La Rochelle, vraiment belle équipe. Non, belle équipe. Et puis après, par rapport à ce qu'ils vont durer, ils vont pouvoir aller jusqu'au bout comme ça avec une seule équipe qui monte dans cette Pro B. Moi, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment l'objectif. Il faut penser un petit peu à Blois. Ils n'ont pas la salle, La Il faut Rochelle. un petit peu penser à Blois il y a quelques années, quand ils n'étaient pas encore structurés. Ils se sont retrouvés devant sportivement, mais pas prêts sur un point de vue structurel. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'ambition, mais on dit l'appétit vient en mangeant. Oui, Et mais bien enfin, entendu, s'ils peuvent continuer à pousser, ils le feront Bien avec sûr. plaisir. Excusez-moi, mais le club de La Rochelle est en train de travailler vraiment dans le fond. Dans ce sens-là, Ouais, parce que avec les partenariats avec le rugby. C'est le stade Rochelais, exactement. Ouais, Comme le rugby, hein. c'est plus Rupella, hein, c'est Non, le stade. c'est le stade Rochelais. Et en plus de ça, avec une personne comme Émeric Janot, qui est là et qui est un peu le garant de la Manager. bonne direction. Ils ont gardé, Professionnaliste, tout ça. ouais, Ouais. et puis c'est une vraie philosophie qui est en train de se mettre en place avec une stabilité d'effectifs matures qui sont arrivés la saison dernière, Tank, tout ça. qu'ils ont gardé et qu'ils ont complété. Il y a de l'avance, il y a des repères, il y a de la reconnaissance entre eux. Voilà, Puis une alors je ne vraie sais pas étendue. s'ils vont aller au bout, Ouais. Une vraie mais équipe, en une tous les vraie cas, collectif, ils sont ouais. performants. Avec une belle identité territoriale aussi. hein. Et l'histoire Ouais. de La Rochelle, journée marquée par un sans faute des clubs néo-aquitains. On va découvrir les résultats de cette journée. La victoire de Boulazac face à Fos-sur-Mer, 75-65, de Pau à Aix-Maurienne, 73-93, et de Poitiers face au co-leader Orléans, 91-93. Vraie surprise, cette performance des Poitevins qui était sous pression et qui domine votre favori de la saison avec 19 points, notamment de Jonathan Jeanne en 22 minutes. L'intérieur qui a été préféré cette fois à Jim Seymour. Là, c'est la surprise de la journée, Claude. Oui. Après, bien sûr, ils étaient en bas de classement. Donc, si on fait une vision juste directe, ils sont derniers.
Oui, mais les matchs perdus n'étaient pas si loin. Moins 2, moins 4, moins 5, moins 5, moins 6. Ça veut dire que 2 fois, ils ont explosé. Un moins 14 et un moins 19. Ils étaient très très près, mais la peur de gagner, la peur de perdre, là, c'est probant. C'est Orléans. Une grosse équipe. Poitiers en blanc sur ces images. Ouais, et une équipe qui a développé avec sérénité et assurance un basket qui a permis de taper, entre guillemets encore une fois, mais un des gros de ce championnat. Oui, attention, en cas de défaite, les dirigeants avaient annoncé qu'il y aurait du changement. Finalement, Andy Thornton-Jones sauve peut-être sa tête, ou alors des joueurs, ça aurait pu être aussi un changement d'effectif. On va écouter l'entraîneur Poitvin, soulagé évidemment à l'issue de cette belle victoire. C'était un vrai match de basket comme on aime, avec un chassé-croisé entre deux équipes. Je pense que tout le monde s'est régalé. Le fait d'avoir gagné, c'est magnifique. On a construit un groupe en début de saison. De pouvoir aligner l'équipe au complet pour la première fois, c'est intéressant. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pas une fin en soi. Allez, un mot également sur la victoire de Boulazac. Fred, vous étiez Oui, j'ai au match. assisté au match. La Ouais, victoire j'ai assisté de au match. Boulazac qui confirme, ça fait 4 victoires de suite. C'est ça, avec une entame de match très correcte, un cœur de match un petit peu moins bien, et puis un jeu qui a été soutenu par l'agressivité de Robineau, et puis une belle performance de Adel, le poste 4-3, du travail, de la défense, un match dur, très dur au niveau de l'intensité, parce que l'équipe de Foss a dans ses rangs beaucoup de joueurs expérimentés et connaissant bien à la fois la division et de la Pro A également, Et un bon coach. avec l'absence de Chris Evans puisqu'ils se sont séparés, mais de l'autre côté à Boulazac il y avait quand même Casier, Bilong également et Bi qui étaient sur le banc, donc non, une très bonne victoire qui leur a fait du bien dans la continuité de leur précédente victoire. Un bon coach, vous disiez. Un bon coach de Fosse-sur-Mer, Émile Juta, voilà un entraîneur quand nous on a joué et rejoué avec Ouais. Fred, même Claude à l'époque de la Pro B avec l'élan, un coach qui sait faire avec pas beaucoup de moyens à Fosse-sur-Mer généralement, mais qui arrive à donner une identité de jeu avec des principes simples mais efficaces. Bon, là malheureusement pour lui, l'année où il a un gros effectif, sinon le plus bel effectif de la Pro B, ça prend pas. ouais, comme quoi. Allez messieurs, on entre dans le Money Time de cette émission. C'est l'heure de vos coups de cœur ou de vos coups de gueule. Messieurs, je rappelle la règle, vous avez 24 secondes, le temps d'une possession pour vous exprimer. Coup de cœur ou coup de gueule. Commencez avec vous, Simon. Eh ben moi, je vais prendre le bel événement qu'il y a eu du côté de Lyon. J'allais dire l'Astrobal, pas du tout. La LDLC Arena, la nouvelle salle inaugurée par Tony Parker et de Lasvel. Plus de 11 000 personnes. Ça a été une vraie fête. Et malheureusement, il n'y a pas eu la victoire au bout. Mais voilà, ça fait partie du paysage français. Enfin, j'ai envie de dire, nous avons avec la Comets du côté d'Orléans 2 belles salles en France. On était à la bourre quand même, donc ça fait du bien. Le buzzer a retenti, vous passez la balle à Claude Bergeau. Moi, je suis fou sur le match dont ils viennent de parler. À la fin du temps réglementaire, à la fin de la prolongation, l'Asvel est devant avec +3. Dernière balle avec quelques secondes à jouer. Ils ne font pas faute pour envoyer l'adversaire sur le lancer franc 2 fois. Première fois, erreur. Deuxième fois, une grosse connerie. Ça s'appelle une bêtise. Et ils perdent le match. Ils ne peuvent pas offrir à leur président qui leur a mis cet outil à disposition. C'est catastrophique. Merci Claude pour l'avis de l'entraîneur. Pape. Alors moi, ça va être un coup de gueule. Non, c'est un coup de cœur plutôt. Très bien. J'ai hésité d'ailleurs. Un coup de gueule Mais cœur. ça va être un coup de gueule cœur. Non, plus sérieusement, ça va être un coup de cœur sur le Portel. Ouais. On parlait de clubs qui arrivent à faire de belles choses comme Foss avec peu de moyens. Je pense que le Portel, c'est quand même remarquable ce qu'ils font depuis plusieurs saisons. Faut quand même louer le travail qui est fait justement par le staff du coach Girard. C'est une équipe qui a commencé avec 5 défaites, je crois. Ils auraient pu complètement exploser en plein vol. Et finalement, ils arrivent à faire une belle série derrière. C'est votre coup de cœur, C'est mon le coup de Portel. cœur. Merci Pape. À vous Fred. Et mon coup de cœur, ça Coup de sera cœur pour également. une génération large, entre 18 et 23 ans, les jeunes joueurs qui sont dans la Ligue, en Pro A ou en Pro B, qui sont tous aujourd'hui des joueurs très intéressants et qui sont sur le terrain maintenant et qui sont mis sur le terrain par les clubs, par les entraîneurs. Et on voit émerger une génération nouvelle de basketteurs qui sont hyper performants et qui sont hyper intéressants à suivre. On avait parlé justement la semaine dernière, Claude, de la jeunesse paloise. On attend les Palois demain à La Rochelle. Et puis dimanche, on retransmettra le match Pau-Poitiers. Pau est bien reparti Un aussi, gros Claude. test. Un petit mot sur Pau. Oui, parce qu'ils sont sur une belle série. Ils sont allés gagner en Coupe de France également. Il commence à y avoir
un contenu un peu sérieux, stable. C'est sérieux quand c'est stable, quand les choses se reproduisent. Et ils ont gagné à Aix en patron, sans jamais sourciller. Donc le match va pas être piqué des verres demain. Les Béarnais, on l'a vu le classement, qui sont 5e, juste devant Boulazac. Les deux équipes qui ne sont qu'à un succès de la première place, il faut le rappeler. Merci, messieurs, d'être venus ce soir sur ce plateau de Noah Basket. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous, évidemment, lundi prochain pour un nouveau numéro de Noah Basket. Bonne semaine, à lundi.